Ici, je suis étonné de cette audience, je ne m'attendais pas à ça, je pensais être dans une classe de cours avec 30 personnes. C'est très impressionnant, je suis dans une région que j'aime aussi, donc voilà, une partie de ma famille vient d'ici, donc je suis très content d'être ici. Donc je vais vous parler d'un métier un petit peu original qui est être éco-acousticien. C'est une discipline scientifique qui est née il y a une dizaine d'années au muséum, on l'a nommé là-bas, au Jardin des Plantes, parce que donc je suis en effet enseignant-chercheur dans cet endroit. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité ce lieu à Paris. Voilà, c'est un bel endroit, vous êtes les bienvenus, on a des jardins et des lieux d'exposition. Et donc, on travaille dans ce laboratoire que j'ai formé, qui s'appelle, alors c'est de l'anglais pour que ça soit un peu international, Eco-Acoustic Research, EAR, pour l'oreille, pour essayer de prêter une oreille particulière. On repose notre communication, nos interactions, essentiellement sur la vue, et on oublie un petit peu nos oreilles. Mais avant d'aller justement dans le son, j'ai besoin de vous définir quelques concepts très simples. Et je vais passer par l'image. C'est un peu étonnant, mais voilà. Cette image, qu'est-ce qu'elle vous évoque d'un point de vue sonore, acoustique? Pardon? Un bruit blanc. Un bruit blanc, très bien. Ouais, donc là, il y en a déjà qui ont des concepts, des idées de physique. Un bruit blanc. Très bien. Alors un bruit, ouais, c'est un peu ce qu'on voyait avant sur les vieilles télés quand ça fonctionnait plus. Enfin très bien, il n'y a pas de bonne réponse. Ça, qu'est-ce que ça? Voilà, c'est du noir. Qu'est-ce que ça vous évoque d'un point de vue sonore? Rien. C'est quoi rien? Du silence. Ok, pourquoi pas? Et ça? Rien. Du silence, ok. Bon, en lumière, le blanc c'est quoi? Est-ce que c'est de l'absence de couleur ou... C'est rien? C'est l'inverse. Ouais, c'est toutes les couleurs. Toutes les couleurs, c'est l'inverse. C'est le plein. Alors, mais encore une fois, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Le blanc peut évoquer du silence, mais ça pourrait être aussi tous les sons qu'on somme. Ça pourrait être exactement l'inverse. Et cette peinture de Kandinsky, qu'est-ce qu'elle vous évoque comme son? Est-ce que vous pouvez imaginer des sons à partir de ça? C'est déjà plus dur. La musique, quel type de musique? Pardon? Contemporaine? C'est ça ce que j'ai entendu? Ouais, ça peut être ça. Bon, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous imaginez tous les sons que vous voulez. C'est pas forcément les mêmes sons d'un voisin à l'autre. Ah! J'ai fait ça rapidos dans le TGV ce matin, je me suis dit, il faut que je prenne une image locale. Alors qu'est-ce que ça vous évoque comme son là? Vous connaissez tous cet endroit. Qu'est-ce que vous entendez? Des bières. Okay. Quoi d'autre? Il n'y a que des bruits de bière là. Les gens. Hein? Bon, la fête, ouais, la fête. Bon, on est dans un milieu urbain. Mais vous voyez que d'une image, l'image, il n'y a pas que l'image. C'est-à-dire que cette image, finalement, si je rajoutais du son, elle deviendrait plus vivante. Alors on va vers le cinéma, mais si elle se met aussi à bouger. Et celle-là? Les oiseaux? Ah, moi j'ai du mal à vous entendre, mais... Le vent? Ouais. Alors c'est loin d'ici, là, pour le coup c'est dans les Pyrénées. Mais vous voyez que vous ne répondez pas du tout la même chose. À chaque endroit, à chaque paysage visuel va correspondre un paysage sonore. Alors, qu'est-ce qu'un bruit? Un bruit, ceux qui ont vu ça en physique, il y a plein de définitions possibles. En physique, ça va être un son, une vibration qui n'est pas organisée, ni dans le temps, ni en amplitude, ni en fréquence. Et il y a notamment cette histoire de bruit blanc, mais il y a aussi des bruits roses, des bruits violets, il y a toutes les couleurs de bruit. Ça va dépendre de leur contenu spectral. Alors je vais vous provoquer un petit peu, mais est-ce que vous savez faire du bruit? Allez-y. C'est déjà pas mal organisé, hein. Vous voyez, il y a des applaudissements, c'est une manifestation collective organisée. Déjà, on est presque plus dans le bruit, parce que vous faites passer une information.
Ok? Alors qu'est-ce qu'un son? Un son, ça va être une vibration qui va être transmise dans l'air ou dans l'eau ou même dans un solide qui va être structurée. Donc qui va avoir une organisation temporelle, une organisation en amplitude en temps et une organisation fréquentielle. Et qui le plus souvent, mais pas toujours, hein, va transmettre une information, d'accord, qui va coder quelque chose. Est-ce que vous pouvez faire tous un son en même temps? Alors lequel? Compliqué. Mais peut-être que d'applaudir, mais pas pour moi, hein, mais c'est un son. Ou si vous siffliez tous en même temps. Ah, ça commence à être structuré. Hein, vous faites des sons purs, avec peut-être des harmoniques, et ça a une qualité acoustique. Alors le silence, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le silence? C'est, pardon? Zéro variation, c'est rien, c'est le vide. Alors on peut discuter longtemps sur le silence, mais est-ce que vous êtes capable, attention, ça c'est peut-être le plus dur, est-ce que vous êtes capable de faire du silence? Ben non, vous n'êtes pas capable. Vous voyez? C'est extrêmement difficile. C'est très facile de faire du bruit, du son, mais du silence, pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes des animaux très visuels et très communicants. Et on a tout le temps besoin d'échanger des informations. Est-ce que vous avez entendu quelque chose quand même pendant la séance? Qu'est-ce que vous avez entendu? C'était quoi comme oiseau? Ah bon? Ah, il n'y a que ça, non, il n'y a pas que ça. Moi j'ai entendu un troglodyte, mais il y a peut-être une mésange. Il y avait une mésange charbonnière, ok. Moi j'ai mal écouté. Et voilà, faire silence, c'est extrêmement difficile. Alors pourquoi on fait silence? On fait silence pour écouter le son et le bruit. Là, vous allez faire silence, c'est un peu obligé presque, je suis désolé parce que j'ai la parole, j'ai la chance d'avoir la parole et de dire ce que j'ai envie de dire, même si c'est des conneries, mais voilà, je peux le dire. Donc, on fait silence pour écouter à la fois le son des autres, dans lequel il peut y avoir une information, une ou plusieurs informations, et potentiellement aussi le bruit, qui là, lui, ne contient pas d'information, qui est plutôt dérangeant. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur le silence, et j'ai travaillé un peu longtemps même, 3 ans sur le silence, et la meilleure définition que j'ai trouvée, ça sort de la bouche d'un enfant de maternelle, que j'ai retrouvé par mes enfants, par mes propres enfants, et qui est le silence est un son, c'est quand même quelque chose, c'est pas le rien, c'est pas le vide, mais c'est un son qui ne fait pas de bruit. Voilà, on est dans le silence. Alors je vous laisse méditer sur ça. Et donc en fait, cette idée de silence, de bruit, de signal, de son, tout ça c'est relatif. C'est-à-dire que là, moi je fais du son, mais peut-être que ça vous ennuie, vous n'avez pas envie d'écouter, ça va devenir du bruit pour vous. D'accord? Et pareil, là vous êtes en train de communiquer les uns les autres, en train de discuter, vous avez fait du son, mais ça va être du bruit pour moi parce que ça va me distraire. Et donc tout ça, tout est hyper relatif. Tout va dépendre du contexte dans lequel vous êtes. Et un son, l'oiseau, que pourtant il peut finir par nous casser les pieds, alors que c'est un son normalement plutôt agréable. Donc tout est relatif. Mon son et votre son ne sont pas les mêmes. Mon bruit et votre bruit ne sont pas les mêmes, et mon silence et votre silence ne sont pas les mêmes. Et puis on peut aller jusqu'à la musique. Je vais parler un chouïa de musique parce qu'en fait, en écoacoustique, je fais de l'écologie vraiment scientifique, je suis très souvent contacté par des musiciens qui s'intéressent au son de la nature, qui vont faire de la musique, des compositions avec le chant de la mésange qui peut être enregistré ici. Et là revient toutes les questions de qu'est-ce que la musique aussi. Je vais aller un petit peu vite là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet, mais voilà, on peut penser à des grands classiques, hyper classiques, peut-être redevenus trop classiques. Voilà, les 4 saisons de Vivaldi. Voilà, on est dans le classicisme de la musique. Vous avez,
Je vous conseille d'écouter cette recomposition des 4 saisons par Max Richter qui est extraordinaire et qui à la fin varie vers de ce qu'on appelle de l'électroacoustique, de la musique composée avec des sons enregistrés et notamment beaucoup d'oiseaux. Et donc on part de Vivaldi et on va jusqu'à la musique des oiseaux. Et ça, est-ce que quelqu'un connaît ça? Est-ce que vous connaissez Lou Reed déjà, le Velvet Underground? Non, pas du tout de votre génération. Bon, Lou Reed, c'est un musicien états-unien de New York et il a lancé un courant musical qui s'appelle la noise. Est-ce que quelqu'un a déjà écouté de la noise? Non? Ouais? Alors on va écouter, vous allez voir. C'est là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de la musique ou est-ce que c'est du bruit? Eh bien, il y en a qui adorent la noise et ils le considèrent comme de la musique. Il y a des concerts de noise. Et si j'ai un film à vous conseiller sur l'audition, c'est ce film, Sound of Metal. Ça parle d'un groupe de noise dont le batteur devient sourd et c'est toute son évolution vers la surdité où il perd justement la capacité d'entendre sa musique et son environnement sonore. Et puis en musique, il peut y avoir d'autres choses encore plus dérangeantes qui re-questionnent ces idées de son, bruit, silence. John Cage, un autre musicien états-unien, alors lui, il a composé une musique qui dure 4 minutes 33. Pourquoi 4 minutes 33? Parce que c'était la durée moyenne des singles dans les années 50-60. Alors on va écouter un petit peu de cette composition. Deuxième mouvement. Bon, on va pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas le temps. C'est 4 minutes 33 de silence. Est-ce que vous pourriez refaire cette composition? 4 minutes 33. On a tenu 15 secondes, je crois, à peu près, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, John Cage? Il nous dit que dans le silence, vous allez entendre des sons. Il va y avoir des sons dans la salle, comme il y a des sons aujourd'hui, et que tous ces sons ont un intérêt. Et qu'ils peuvent être considérés comme de la musique. Et l'idée, c'est que, pareil, quand vous allez aller dehors, que vous allez sortir du lycée, ouvrez vos oreilles et tous les sons ont un intérêt. Alors moi, j'ai un peu plus d'intérêt pour les sons de la mésange ou du troglodyte, mais c'est l'idée, c'est qu'on ne vit pas que dans un monde visuel, on vit aussi dans un monde sonore et qu'il faut juste aller chercher ces sons avec nos oreilles et que c'est pas si difficile que ça. Je vais passer ça parce qu'on n'a pas trop le temps. Alors, on va voir au son, au bruit et au silence dans les paysages sonores
dit naturel essentiellement. Donc je reprends cette photo de vacances, pour tout vous dire, dans les Pyrénées. Vous avez un paysage visuel qui déjà va vous dire quelque chose d'un point de vue sonore. On a parlé d'oiseaux, de vent. Et en effet, émane de ce paysage visuel un paysage sonore. Un paysage sonore, c'est quoi? Alors, c'est très compliqué, il y a eu plein de définitions au cours du temps, mais aujourd'hui, on peut dire d'une manière un petit peu générale que c'est l'ensemble des sons qui émanent d'un endroit à un temps donné et que ces sons ont été filtrés par l'environnement. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul paysage sonore là-dedans. C'est-à-dire que à chaque endroit, je vais entendre des choses différentes. Si je me mets plutôt dans la forêt, je vais entendre, comme on a dit tout à l'heure, des oiseaux, un peu de vent, peut-être des insectes qui volent. Sons naturels. Si je me mets plutôt dans le village, je vais avoir des sons urbains, ce petit village, des klaxons, des cloches, des gens qui parlent, des voitures qui passent, des chiens qui aboient. Et puis si je monte et je fais une rando et puis que je monte tout là-haut, je vais avoir d'autres sons, peut-être plus de vent, de pluie, je vais en altitude, ça va être un peu plus rude, je vais avoir un autre paysage. Et en fait, à chaque endroit où on va se positionner dans notre paysage, on va avoir un paysage sonore qui est différent. Si je me mets en haut de l'amphi, je ne vais pas entendre comme là sur la scène. D'accord ? Et en plus, nous avons tous des oreilles différentes, nous avons tous des nerfs auditifs, des cerveaux différents et des expériences, des vies différentes, et donc on ne perçoit pas, on n'interprète pas de la même manière ce que l'on entend. Donc même si quelqu'un vient se mettre juste à côté de moi, ce qu'il percevra, ce qu'il interprétera d'un point de vue acoustique sera différent. Alors là, je vous ai fait un paysage montagnard, mais évidemment, on peut se balader en bord de mer. Selon l'endroit, je ne vais pas entendre de la même manière la mer, la plage, la ville. Là, c'est un paysage urbain parisien, c'est la même chose. On va avoir des choses différentes selon où on se trouve. Alors, l'idée, c'est d'essayer de décrire déjà ces paysages sonores, qu'ils soient urbains, périurbains ou en pleine campagne, en pleine nature, en réserve, etc. Pour ça, moi je viens du muséum. Au muséum, vous savez, on aime bien classer, trier les choses. On met des noms sur les individus, on met des noms d'espèces, on les classe dans des genres, des tribus, des familles, des superfamilles, etc. On a besoin de trier. Pourquoi ? Parce que nommer, en nommant, évidemment qu'on connaît mieux et on peut mieux décrire. Et donc il y a une classification un peu générale, grossière, des sons que l'on peut entendre au dehors. Alors la première classe, celle qui m'intéresse le plus en tant qu'écologue, c'est les sons issus des êtres vivants. Alors dans êtres vivants, évidemment, on inclut humains et non humains, mais c'est vrai que humain, d'un point de vue sonore, on est un petit peu différent. On a cette parole. Donc on peut aussi distinguer ce qu'on appelle l'anthropophonie, donc les sons anthropo de l'homme, ce qui vont être des sons mais naturels, la voix, le chant, là quand je bouge je fais un petit peu de son, les sons de mon estomac parce que je vais commencer à avoir faim, des choses comme ça, mais ça reste des sons naturels et qui sont évidemment très proches ou inclus dans la biophonie. La biophonie sont tous les sons naturels dans ce cas-là qui sont non humains, donc ça va être quoi ? Alors il y a des pictogrammes, mais qui fait des sons dans les espèces animales non humaines ? Il y a des exemples, mais est-ce que vous pouvez me donner des exemples ? À part la maison charbonnière. Chien. Alors chien, chien c'est un animal domestique, mais oui, c'est un canidé, c'est un mammifère. Les mammifères. Quoi d'autre ? Canard, oiseau. Alors on va faire tout oiseau, d'accord ? Mais canard, ouais. Vache, mammifère, ouais. Sanglier, j'ai entendu. Chiroptère, mammifère encore, donc chauve-souris. Cigale. Ah, merci. J'ai fait ma thèse sur les cigales. Qui a dit les cigales ? Tout en haut. Cigale, donc cigale, on va remettre ça. Insectes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Vous n'avez pas d'amphibien ici ? Poissons, les poissons font des sons, on ne sait pas beaucoup, mais on sait de plus en plus les poissons font des sons. Ils grognent. Les amphibiens, les mammifères marins, les baleines, évidemment. Pardon ? Ouais, les cétacés. Les cétacés. Et puis on a tous les sons
qui sont naturels mais qui sont abiotiques, qui ne sont pas biologiques. Ce sont essentiellement les sons de la météo, les sons du vent, les sons de la pluie, on en a parlé, le son d'une rivière, d'un torrent, le ressac de la mer, un tremblement de terre. Bon, c'est pas forcément le truc qu'on a envie d'expérimenter, d'écouter, mais des sons qui restent naturels. Et puis, on a les sons de la... Donc c'est la géophonie, pardon. Et les sons de nos machines, qui sont des sons qui sont liés à l'activité humaine, mais qui sont des sons liés à des machines, à des artifices, des outils. On appelle ça la technophonie. Ça va être les sons des avions, des transports, des usines, des engins agricoles, des tracteurs, des constructions, des destructions de la musique, etc. etc. D'accord ? Donc, de savoir ça, en fait, ça nous permet déjà de décrire un petit peu les paysages sonores. Alors, ce que l'on sait, je fais d'une manière très simpliste, mais c'est que la technophonie nous fait du mal et fait du mal à la biophonie. C'est-à-dire que là, on est passé le long de la route, et ça circule, on commençait déjà à avoir du mal à discuter, on était fatigué par ce bruit, ça nous fait du mal, ça fait du mal à notre santé, à notre état psychologique, ça a des effets très variés sur notre santé et sur la santé des autres êtres vivants, les oiseaux. Ça a été beaucoup étudié chez les oiseaux notamment, mais aussi chez les amphibiens, chez les mammifères. En revanche, la biophonie nous fait du bien. On sait aussi, il y a des études qui démontrent que écouter les oiseaux, on en a reparlé dans les médias il y a 2 jours, écouter les oiseaux nous fait du bien pour notre santé mentale, notre santé physiologique. Donc il y a une sorte d'opposition un petit peu entre ce que nous, les sons que l'on fait, vont faire du mal aux autres, alors que les sons des autres nous font plutôt du bien. Alors, est-ce que justement les paysages sonores sont menacés par le bruit ? Oui. Clairement, ils sont menacés par cette technophonie, nos transports. Alors, je ne vais pas vous faire écouter le bruit de l'avion parce que c'est un bruit d'avion, enfin, ça va saturer, c'est insupportable. Et puis de l'autre côté, c'est un peu une provocation, mais la perte de biodiversité, la chute de la biodiversité qu'on a aujourd'hui, notamment liée à une agriculture extensive, n'améliore pas les niveaux de biodiversité. S'il n'y a pas de haies, par exemple, s'il n'y a pas de bosquets, dans ces endroits, là, on va vers du silence plutôt que vers la présence de la biophonie. Et ça, là je vous parle du terrestre parce que moi je travaille en milieu terrestre, mais c'est aussi vrai en milieu marin qu'on ne connaît pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui plongent, mais si vous plongez, même en snorkeling, vous pouvez entendre des sons de crevettes, des sons de poissons aussi, qui grognent à la bonne heure, plutôt le matin. Mais il y a une pollution marine qui est extrêmement importante, liée au bateau, liée à la recherche de pétrole, à la recherche minière, liée à l'activité militaire aussi. Les sonars militaires font extrêmement de bruit et impactent la faune sous-marine. Vous voyez là les traces des circuits du trafic marin, tout ça c'est en fait du bruit. Donc l'idée c'est, on a notre santé qu'il faut préserver évidemment, mais il y a aussi la santé des autres, la santé des animaux, des autres êtres vivants et la santé des environnements. Et tout ça, ça fait un tout combiné qu'on appelle One Health, une seule santé. Et donc si je veux me protéger, je protège aussi les autres des impacts du bruit. Alors, pourquoi en écologie étudier les paysages sonores ? En fait, à partir des paysages sonores, on a des informations sur l'état écologique de l'environnement que l'on écoute, que l'on enregistre. On va pouvoir suivre des espèces particulières, des espèces d'intérêt qui vont avoir un intérêt écologique, qui vont avoir un intérêt patrimonial ou un intérêt voire économique, juste de savoir quand est-ce que ces espèces sont présentes, où elles sont présentes dans le paysage, dans votre territoire, dans la réserve, dans le parc que vous êtes amené à gérer, éventuellement combien il y a d'individus. Voilà, essayez de faire un suivi de ces espèces d'intérêt par l'écoute, par le son. Donc on va vers une estimation de la biodiversité en essayant, et on va peut-être essayer de le faire cet après-midi, d'estimer le nombre d'espèces et quelles espèces sont présentes, quelles sont leurs dynamiques en termes d'espace et de temps, quand est-ce qu'elles arrivent, quand est-ce qu'elles partent, notamment les espèces migratrices.
Et puis on peut estimer, c'est aussi le rôle des écologues, le niveau de pollution, on appelle ça l'exposome, et là de pollution sonore dans un environnement naturel. Lorsque vous allez dans une réserve, on parlait d'une réserve là qui était pas loin, si vous allez dans une réserve, vous devez vous attendre à être dans un espace sonore qui est préservé. Mais les sons n'ont pas vraiment de frontières, hein. Les bruits n'ont pas vraiment de frontières. Donc s'il y a une route qui est pas loin, les sons vont entrer et c'est une forme de pollution pour cet endroit, pour les espèces qui y vivent et pour les visiteurs humains. Donc on peut faire ça par le son, on pourra peut-être essayer de le faire cet après-midi aussi. Et puis on peut aussi, alors c'est pas le truc le plus intéressant, hein, détecter des infractions. Il y a des détecteurs automatiques de coups de feu, détecter les braconniers, des trafiquants de bois, des exploitations qui ne sont pas légales. Par le son, on peut faire ça potentiellement. C'est pas du tout ce qu'on fait, mais potentiellement on peut le faire. Alors comment on fait? On part d'un endroit, nous on travaille beaucoup en forêt, voilà, c'est notre milieu préféré. De cette forêt émanent plein de sons mélangés. C'est un mix de sons que l'on va enregistrer avec des magnétophones, je vais vous montrer. Ces enregistrements, on les récupère, ils sont évidemment numériques. Et on en fait une analyse. Alors on a plein d'outils pour les analyser et c'est un de nos rôles aussi au laboratoire, c'est de développer des outils pour comprendre ces paysages sonores, les décomposer, les décrire. On utilise, j'allais dire un peu comme tout le monde maintenant, de l'intelligence artificielle pour ça. Ça nous donne des données qui vont nous permettre de décomposer le paysage sonore et d'avoir des informations donc sur les différents éléments de ce paysage sonore et donc d'avoir des informations d'écologie pour notamment le suivi de la biodiversité et la conservation des espaces naturels. Alors ces appareils, j'en ai emmené un, d'ailleurs je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. On ne va pas avec un microphone comme ça dehors pour enregistrer à la main. C'est pas possible parce qu'on a besoin d'enregistrer beaucoup. Donc on a des magnétophones automatiques, par exemple celui-là, qui sont plutôt discrets, qui peuvent s'accrocher un peu partout. On les accroche souvent sur des arbres ou sur des piquets et on les programme avec un téléphone et on leur dit d'enregistrer quand on veut. Donc ça c'est un processus on y réfléchira cet après-midi sur le quand on veut et pas si simple. Est-ce que j'enregistre tout le temps? Est-ce que j'enregistre le matin parce qu'il y a les oiseaux? Est-ce que j'enregistre la nuit parce qu'il peut y avoir des oiseaux nocturnes, des insectes, des loups, j'en sais rien. Il faut réfléchir à quand on enregistre en fonction de la question scientifique que l'on se pose. Donc vous voyez différents modèles ici dans différentes situations. Je vais vous faire écouter. Le premier, c'est dans une clairière dans le Haut-Jura où il y a essentiellement des insectes. J'espère que ça va fonctionner. Ah oui. Vous voyez, moi je deviens vieux parce que j'entends de moins en moins, c'est des orthoptères, c'est aigu. Alors, en plus en étant derrière les enceintes, c'est pas terrible. Là, dans un endroit complètement différent, en forêt tropicale, en Guyane. Guyane, territoire d'outre-mer en Amérique du Sud. Ah. Ça c'est dans le Haut-Jura. Qu'est-ce que c'est? Alors, on repasse, j'espère, en forêt tropicale. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez entendu? Saint-Hurleur. Ouais, Saint-Hurleur, bravo. Ouais, Saint-Hurleur.
sont très impressionnants. Alors, on va revenir en France hexagonale. On travaille depuis 7 ans maintenant dans une forêt qui s'appelle la forêt du Rizou, dans le parc naturel régional du Haut-Jura. Alors pour les GPN, on travaille dans cette forêt qui est un lieu très protégé. On est dans le PNR, c'est une zone Natura 2000, c'est une SNIEF, il y a un arrêté de biotope. Enfin, c'est une zone qui est très protégée. On est centre-est de la France, à la frontière avec la Suisse. Pour ceux qui connaissent, on est en face de la station de ski Les Rousses. Et c'est une forêt qui est plutôt petite, hein, c'est 3500 hectares. Mais qui est habité par une faune très particulière, à la fois charismatique et qui a une haute valeur écologique et patrimoniale. Est-ce que vous savez ce qu'est le premier oiseau en haut à gauche? Ouais, grand tétra, est-ce que vous voulez l'écouter? Ouais, si ça fonctionne. Bon, la gélinote des bois, le pic tridactyle qui est une espèce très rare, la chouette de Tegmal, je vais vous la faire écouter après parce que je vais vous en reparler, le brame du cerf, on l'a entendu, le loup, vous voulez écouter le loup? Ouais, bon. Alors faites-moi le lynx maintenant. Allez, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. C'est une photo, pour parler photo, une photo de Vincent Munier, que vous connaissez peut-être, qui est un grand photographe animalier. Il y a combien de lynx sur la photo? Ouais, c'est bien. J'avais pas vu le deuxième, moi, au début. Vous allez être surpris. Boris Jolivet. Alors, je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est en période de rut. Voilà. Alors, cette forêt est un milieu très riche, qui a une grande qualité écologique, mais qui est très menacé, je veux dire un peu comme tous les environnements. Alors, elle est menacée, j'ai mis en premier, c'est pas tant que ça, mais quand même par les usages humains. C'est une forêt qui est un lieu de loisirs. Ski de fond l'hiver, beaucoup de ski de fond, évidemment VTT, course à pied, cueillette, etc. C'est normal, hein, mais il y a une part de loisirs dans cette forêt. Elle est exploitée par l'ONF, pour ne pas les nommer, puis par des exploitants privés autour de la forêt. Voilà, on coupe des arbres dans cette forêt. Je ne suis pas sûr que ça soit absolument nécessaire pour moi, mais à chaque fois, voilà, ça c'était en octobre, je crois. Moi, ça me fait toujours mal de voir des arbres par terre, dans des épicéas qui sont quelquefois très vieux. Et puis, surtout, on est en train de voir cette forêt changer à cause du changement climatique. C'est une forêt qui est très froide. On est près du lieu le plus froid de France, vous savez, Moult, où ça descend jusqu'à moins 30, moins 40 degrés. Enfin, ça descendait. Cet hiver, c'est descendu
très bas. La première fois qu'on est allé, il faisait moins 10 degrés, mais il y a une augmentation de la température et ça a des effets tout de suite, on le voit. Vous voyez les épicéas, ils sont tout secs, ils sont en train de mourir sur place. Ce qui fait qu'on les coupe avant, donc la forêt est en train de changer. J'espère qu'elle disparaîtra pas, mais elle est en train de changer de physionomie. Alors, on a, pour ceux qui sont en GPN, on a été contacté par le PNR en fait pour faire un suivi acoustique de cette forêt sur le long terme, pour voir les changements en termes de son sur plusieurs années. Donc on va travailler sur 10, 15, 20 ans et on enregistre en permanence cette forêt pour savoir comment le paysage sonore est en fait affecté par les changements globaux, les changements longs, notamment le changement climatique. Donc vous avez une carte de cette forêt. En vert, c'est la partie centrale de la forêt où il n'y a que des épicéas. Et donc l'idée là, c'était de dire comment on va enregistrer cette forêt, combien de magnétophones on met, combien de temps ils enregistrent, et ça en pensant qu'on doit durer sur 10, 15 ou 20 ans. Donc au final, après exploration sur le terrain, données géographiques, etc., on a décidé de placer 4 magnétophones, ce sont les points jaunes qui sont en cœur de parc, loin des pistes de ski, des chemins, etc. Donc sur chaque point jaune, on a cette installation où vous avez un magnétophone, alors c'est pas celui-là, c'en est un autre, qui est accroché à 3 mètres de hauteur à peu près, parce que quand il y a la neige, sinon il risque d'être recouvert par la neige. Il est alimenté par une batterie de 12 volts, une type batterie de moto. Il est cadenassé parce que bon, on s'est fait voler du matériel. Il y a des capteurs météo, donc d'ensoleillement, d'humidité relative, de température. On a un piège photo, une caméra qui prend des photos régulières en fait de la végétation pour suivre l'enneigement, parce que l'enneigement c'est très difficile à mesurer d'un point de vue météo. Et on enregistre 1 minute tous les quarts d'heure, tout le temps, jour et nuit, 7 jours sur 7. Donc on va arriver en juillet, on sera à 7 ans d'enregistrement. Donc là, 45, là, il va bientôt être moins le cas. Nos 4 magnétophones vont se réveiller en même temps, ils vont enregistrer 1 minute. Tout ce qui passe, tous les sons, ils ne sont pas du tout sélectifs, ce sont des microphones omnidirectionnels. Et puis ils vont s'endormir pendant 14 minutes, puis ils vont se réveiller, et puis recommencer, etc., etc. Donc, par an, on obtient 140 000 fichiers, 2300 heures, un peu plus de sons. Évidemment, on ne peut pas écouter ces sons. Il faut qu'on en tire des informations d'une manière automatique. Alors la première chose qu'on a faite, c'est qu'essayer de décrire d'une manière un petit peu globale le paysage sonore de cette forêt du Rizou, en essayant de voir ce qu'il y avait de biophonie, de technophonie, d'anthropophonie, etc. Vous vous souvenez, j'en ai parlé juste il y a quelques instants. Dans cette forêt, la biophonie, ce sont essentiellement les oiseaux, des insectes et des mammifères. Il n'y a quasiment pas d'amphibiens. La géophonie, c'est essentiellement de la pluie et du vent. Il n'y a pas de torrent, par exemple. Et puis la technophonie, quand on est sur le terrain, ce qu'on entend surtout, ce sont les avions. Donc, Eli Greenfeder, qui était un doctorant chez nous, a fait un petit système de détection automatique de ces sons par un système d'intelligence artificielle bas coût, un truc finalement très simple à mettre en œuvre, mais qui a bien fonctionné pour détecter automatiquement les avions, le vent, la pluie, la biophonie, les oiseaux et le silence. Ça, c'est une représentation qui s'appelle spectrographique. On obtient une image à partir du son. Vous avez le temps en abscisse et les fréquences en ordonnée. Et donc, avec ce système, sur 1 an d'enregistrement, on a pu mettre en évidence que le son principal de la forêt, qui est encore une fois un environnement naturel exceptionnel, le premier son, c'était les avions. La première chose que l'on entend dans cette forêt, ce sont les avions. Après viennent les oiseaux, les insectes, la biophonie, puis vient le vent et la pluie, il ne fait pas toujours très beau là-bas. Et puis enfin, on a ce silence. On revient à la définition, qu'est-ce que le silence? Là pour nous, c'est on n'entendait rien et on ne voyait rien sur ces images, ces graphiques en 2 dimensions. Donc première information, le premier son, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est de la technophonie, c'est du bruit. Si on regarde un peu plus précisément l'évolution de l'importance des avions au cours de l'année, c'est à peu près plat toute l'année de août à juillet, on avait commencé l'expérience en août. La biophonie, donc les oiseaux, on retrouve un profil attendu, c'est-à-dire que c'est en hiver qu'il y a le moins d'oiseaux et d'insectes, et puis ça monte avec le printemps jusqu'au mois de juin, le printemps est tardif là-bas.
Pour le vent, il y a un pic en mars qui est connu, ça correspond à la bise. La pluie, elle est la plus faible en hiver parce que c'est de la neige en fait. Et le silence, il y en a quasiment jamais finalement, quel que soit le mois de l'année. Quand on regarde en fonction de l'heure, les avions, vous voyez que le trou, c'est en pleine nuit, à 3-4 heures du matin. C'est aussi quelque chose qui est attendu. Mais regardez le pourcentage, c'est quasiment 25%. Un quart de nos fichiers, même à 3 ou 4 heures du matin, on a des avions dedans. Nous sommes des animaux diurnes, on se lève, certains d'entre nous prennent l'avion, ils prennent l'avion plutôt le matin, ça monte au lever du soleil et ça culmine vers midi. Et vers midi, 14h, c'est 95% de nos enregistrements avec des avions. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, sur place, quasiment toutes les 4-5 minutes, il y a un avion qui passe, quoi. J'exagère à peine. En tout cas, quasiment tous les quarts d'heure. Et la biophonie. Biophonie, encore une fois, sont essentiellement les oiseaux. Vous voyez qu'ils ont le même profil. La nuit, il ne se passe pas grand-chose dans cette forêt. Il y a peu d'insectes, il y a peu d'oiseaux nocturnes. Ça monte avec le lever du soleil. Et puis après, c'est assez actif pendant la journée. Puis ça va rediminuer. Et le silence, vous voyez que c'est le pattern complètement opposé. C'est-à-dire qu'on a du silence dans cette forêt quand il n'y a plus d'avions et quand il n'y a plus d'oiseaux. Donc, ce que l'on montre, c'est que finalement, il y a du bruit, de la technophonie quand il y a de la biophonie. Or, on sait que les oiseaux, comme nous, souffrent du bruit, notamment du bruit des avions. Donc potentiellement, ils sont impactés par cette intrusion humaine, en fait, dans cette forêt, cette intrusion par les avions. Alors dans cette forêt, on travaille aussi, ça c'était le paysage, vraiment son entité la plus globale, on peut travailler à d'autres échelles, notamment on va se concentrer uniquement sur les sons, avec des techniques qui ont été développées notamment par Sylvain Aupert au laboratoire, qui permettent de détourer les sons dans cette image, ce sonogramme ou ce spectrogramme. Vous savez, comme on détourne les visages sur les téléphones ou les appareils photo, on fait à peu près la même chose avec les sons, et on peut les compter. Et comme ça, si on compte ces sons au cours de l'année, on peut décrire l'évolution du paysage sonore sur une année complète. Vous avez sur ce graphique, en X ici, c'est dans l'autre sens, là, il est minuit, et on fait tout le tour de l'horloge et on retourne à 23 heures. Et là, en Y, c'est l'année. La première semaine de janvier jusqu'à la dernière semaine de décembre. Et vous voyez... Qu'est-ce qu'on voit en fait? Qu'est-ce que vous voyez? Alors il y a 2 années, 2019-2021. Qu'est-ce qui apparaît? Oui, il y a des pics d'activité en fonction du mois et de l'heure. Et donc le pic d'activité, j'aurais pu souligner, il est plutôt par ici, 25e semaine. On est en mai-juin. Et c'est quoi cette courbe là? Ça fait une courbe ici et puis de l'autre côté là. À quoi ça correspond? Lever et coucher du soleil. Donc on suit l'activité sonore de cette forêt. Voilà, on l'a calculé pour 2019, 2020 on l'a pas fait, là c'est pour l'exemple 2021, etc. Et l'idée c'est de faire ces photographies sonores en fait année après année et de voir s'il y a des décalages, des shifts temporels. On s'attend à ce que le printemps soit plus précoce et qu'il soit plus long avec une augmentation de la température. Donc on essaie de résumer 1 an d'enregistrement dans un seul graphique. On a travaillé aussi sur les insectes de cette forêt. Il y a des clairières qui sont maintenues ouvertes par le pâturage, par des moutons. Et on a étudié les communautés acoustiques des insectes. Je vous en ai fait écouter tout à l'heure avec ce petit magnétophone. Ce sont essentiellement des orthoptères, donc des criquets et des sauterelles. Et là, pareil, avec un système automatique d'analyse des sons, de ces stridulations, on peut suivre l'activité sonore de ces clairières. Ça a été fait par un autre étudiant. Vous avez là des graphiques qui vous montrent l'évolution. Qu'est-ce que j'ai fait la télécommande là? L'évolution de l'activité sonore au cours de la journée, de minuit à minuit, sur chaque site. Et on a un pic d'activité qui est tardif. En fait, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que le pic d'activité, il était plutôt autour de midi ou 14 heures. Non, il est plutôt tard le soir, enfin, en fin de journée. Et donc, après, on peut comparer site par site et voir s'il y a des similarités ou des différences entre les sites. Et voir après, au cours des années, s'il y a aussi des décalages dans ces rythmes d'activité de la faune de ces prairies.
On s'est intéressé aussi à des fonctions écologiques dans cette forêt. Pas spécifiquement à certains groupes, mais indirectement, en s'intéressant à la pollinisation. Pollinisation, vous savez, c'est une fonction essentielle pour le maintien de la reproduction des plantes et donc de la diversité végétale. Et la plupart des insectes qui pollinisent, notamment dans les champs, font des vibrations à l'air que l'on entend. Hein. On appelle ça du buzz. Je vais vous faire écouter, alors c'est un peu particulier, là vous allez voir, c'est des cirfs, ce sont des mouches qui imitent des abeilles ou des guêpes. C'est un son de Fernand Desroussen. Alors c'est pas que des cirques là, en fait c'est tout le monde, je me suis trompé. Bon, bah, c'est un son très particulier que potentiellement on peut reconnaître automatiquement pour savoir s'il y a des insectes volants qui sont là pour polliniser. Et de l'autre côté on a des pics, vous savez, tambourines. Il y a des pivers là, j'ai entendu le pivert. Le pivert ne tambourine pas, mais il y avait un pivert. Les pics ont un rôle très important dans le fonctionnement de la forêt. Vous savez, ils creusent des cavités, ils se nourrissent d'insectes xylophages. Les cavités ne se font que dans des arbres morts, donc ça veut dire qu'il y a une certaine évolution de la forêt, un âge de la forêt, ça peut être représentatif de l'âge de la forêt. Ces cavités sont utilisées par d'autres oiseaux, notamment la chouette qu'on va voir juste après. Donc de savoir s'il y a des pics dans une forêt, ça nous donne une indication sur l'état écologique de cette forêt. Donc on a détecté automatiquement ces sons par de l'intelligence artificielle, un peu plus compliqué que tout à l'heure, je ne rentre pas dans les détails, mais bon, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage profond. Et on a pu, pareil, faire des cartes temporelles de ces sons. Où vous avez à gauche les activités des insectes qui volent, donc potentiellement de la pollinisation, en fonction de l'année ici, et de l'heure en Y. Et la même chose pour les pics. On s'aperçoit que pour les insectes, ils sont actifs essentiellement après et avant le coucher du soleil et assez tardivement, de mai jusqu'à octobre. Et ce qui est intéressant, oui. Sur un diapo d'avant, comment vous expliquez l'activité nocturne du pic ? C'est des faux positifs. C'est des erreurs. Très, très bien vu. Ouais. Quand on regarde et qu'on compare l'activité des insectes bourdonnants, ici en bleu, en fonction de la température, et de la température disponible dans la forêt, vous voyez que ces insectes en fait aiment une température assez chaude qui n'est pas forcément disponible dans la forêt, parce qu'encore une fois c'est une forêt froide. Des insectes, vous savez, qui ne régulent pas la température de leur corps, il faut du soleil, de la chaleur pour voler. Donc, pour eux, c'est une forêt froide. Si la température augmente de 1,5, 2 degrés, finalement, ça pourrait leur être profitable. Parce qu'ils auront plus de périodes où il fera bon ou chaud qui leur permettront de voler. Les pics, eux, en rouge, là, sont complètement calés sur la température de la forêt. C'est plutôt des animaux, là, de ceux-là, qui aiment, j'allais dire, le froid, pour simplifier. Et si on augmente la température, eux, ça va les impacter négativement. Donc on commence à voir, alors on a regardé aussi avec l'humidité relative, la luminosité, on commence à voir des messages sur l'impact des conditions environnementales sur l'activité de ces animaux qui représentent des fonctions écologiques. Alors, ce qui est bien en écoacoustique, j'ai commencé aussi par ça, c'est que je vous l'ai dit, on peut faire des connexions avec l'art. Parce qu'avec les musiciens. Ici, on est encore dans la forêt du Rizou. Vous avez une ancienne doctorante, là, qui est docteur maintenant, Adèle de Baudouin, qui a eu un projet à l'interface entre écoacoustique et électroacoustique, composition à partir de sons enregistrés notamment. Et donc, elle a travaillé sur la forêt du Rizou. Elle a aussi, dans un souci pédagogique, de diffusion des connaissances, de sensibilisation, fait des installations à la fois visuelles et sonores qui peuvent être mises dans des musées, notamment celle-ci qui s'appelle Interstice sonore. Voilà, elle a travaillé à la fois en visuel et en sonore pour représenter, pour partager des informations scientifiques sur la structure du paysage sonore du Rizou. Vous voyez ici une représentation fréquentielle, notamment avec les avions dans les basses fréquences, les oiseaux dans les fréquences moyennes et puis les insectes dans les fréquences aiguës.
Elle a fait des compositions électroacoustiques. Je crois que ça va être un petit peu juste pour que je vous fasse écouter, mais on pourra peut-être écouter un petit peu cet après-midi, qui sont faites à partir d'enregistrements, soit scientifiques, à partir de nos enregistrements automatiques, soit d'enregistrements qu'elle a fait directement sur le terrain. Alors, c'est qu'une forêt, le Rizou. C'est peut-être un cas très particulier, cette histoire d'avion. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas dans d'autres forêts, même pas très loin dans le Haut-Jura. Donc l'idée, c'est d'étendre ce projet. Et au lieu d'enregistrer une seule forêt, c'est d'enregistrer le plus de forêts possible protégées de France. Donc c'est un projet que l'on a lancé l'an dernier avec l'Office français de la biodiversité, qui s'appelle Sono-Silva. Là vous avez une plaquette de diffusion des connaissances, justement de sensibilisation faite par une étudiante en design de l'école Estienne à Paris, qui nous a fait cette plaquette, elle en a fait d'autres, et qui explique le projet. Donc ce projet qui consiste à aller enregistrer plus de 100 forêts dans toute la France. Vous avez là la carte de l'an dernier, il y avait 103 forêts, cette année on a 110 forêts. La plus proche ici c'est la forêt de Crécy, je ne sais pas si vous la connaissez. Et donc l'idée c'est d'enregistrer et de faire un petit peu ce qu'on a fait dans le Rizou, commencer à décomposer les paysages sonores, savoir quelle est leur dynamique temporelle, savoir quelle est l'intrusion humaine, quel est le niveau de pollution sonore. Et puis aussi de sensibiliser à l'écoute. Donc là vous avez différents magnétos installés dans différents sites. On enregistre du mois de mars au mois de septembre, tous les quarts d'heure, sur le même principe. Alors, voilà, ça c'est pour la France. Il m'arrive aussi, j'essaye maintenant de moins voyager, je voyage presque plus en fait pour des soucis écologiques, de bilan carbone, mais ça peut être aussi sous la forme de collaboration. On travaille dans d'autres endroits du monde. Alors le petit point jaune là, c'est la Guyane. On a travaillé en Équateur, en Afrique, dans le Pacifique, en Corée, en Russie, avant la guerre. Je vais, voilà, pour finir, vous faire écouter des sons un petit peu plus exotiques. Ça, on a déjà vu. Une forêt, justement, russe, avant la guerre, où il n'y a pas du tout d'intrusion humaine. Vous allez entendre cette forêt. Ça a été fait par un étudiant, Simon Targov, là. Alors, j'espère que ça fonctionne, ouais. Ça, on a déjà entendu. Je vous fais écouter d'autres choses un peu plus en Afrique, en Ouganda. Qu'est-ce que c'est? À quoi? Attends, j'entends rien. Bon, c'est qui ces énervés? Des internes. Des internes? Des secondes? Peut-être. Autre suggestion? Ouganda, forêt tropicale, enfin, ça, ce sont des chimpanzés. Et je vous fais écouter un dernier truc. Alors ça, c'est très particulier. Mais c'est toute la puissance aussi de l'écoacoustique, c'est que grâce à ces magnétophones, on peut enregistrer sans être là. C'est un des principes fondamentaux, c'est qu'on ne perturbe pas puisqu'il n'y a plus d'observateurs. Et on fait je ne devrais pas le dire comme ça, là, mais une forme d'espionnage de la nature. Et là, c'est dans une zone très sensible qui est entre les deux Corées, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je
vais pas refaire toute l'histoire de la Corée, mais vous savez que voilà, ça se passe pas très très bien entre les deux Corées. On a pu rentrer dans la zone dite démilitarisée, qui est en fait hyper militarisée, et installer des magnétophones avec, c'est surtout l'université de Ewha à Séoul qui a fait ça. Et voilà, on rentre dans cette zone, c'est très particulier, hein. Vous passez une zone militaire très forte, et puis vous n'avez pas le droit de rentrer dans la forêt parce qu'il y a des mines partout. Donc il y a des petits panneaux, attention aux mines. Et au début, franchement, moi j'ai dit oui, c'est bon, ça va. Donc je commence à rentrer, elle dit non, 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 non. J'ai pris un petit peu à la légère, mais le dernier jour, voilà, on est passé à côté de ça. Et ça, c'est une mine. Ça, c'est une mine, c'est grand comme un Rubik's Cube. Mais voilà, après, je dis, oh, je vais quand même faire attention. On marche. Et donc, il y a des magnétophones qui enregistrent la nuit, dans un endroit où personne ne va, où personne n'est. Je vais vous faire écouter un enregistrement. Voilà, on a la préparation à la guerre et les oiseaux, des pics qui se mélangent dans un lieu très particulier du monde. Ça c'est pour tout à l'heure. Voilà, on verra ça tout à l'heure. J'en ai fini de ma présentation des sons et des paysages sonores. Je vous remercie pour votre écoute.